Oui, je pense qu'on est en direct. Euh, Ouais. donc, salut à tout le monde. Je suis Robson. Je suis le fondateur de Rituel et Médias. Comme d'habitude, on va parler des actualités africaines, des actualités tchadiennes et aussi des actualités du monde. Donc, on est rejoint encore avec Anthony Monan de N'Djamena, Tchad. Donc, avant de commencer, je voudrais lancer un appel à tout le monde, aux Tchadiens, aux autres Africains. Si vous avez une expertise dans un domaine quelconque, vous pouvez nous contacter. On pourrait vous donner la plateforme. Donc, sans plus tarder, on va commencer à parler sur les actualités. Anthony Manon, comment ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Vous allez bien aussi. Très bien. Donc, depuis Merci. la dernière fois, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, surtout dans le monde. Euh, on va commencer d'abord avec le coup d'État, je pense, au Niger, n'est-ce pas? Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous parler du coup d'État? Allô? Oui, justement, au Niger, il se passe quelque chose de grand. Vas-y. Oui, je crois que le peuple nigérien est dans la rue parce qu'il y a une prise de conscience générale. Et vous savez que le Vas-y. et ça se sent partout parce que le peuple africain veut prendre son destin en main. Donc, Raison pour attends, laquelle. avant de faire une analyse, je voudrais que nous informions, puisque moi, euh, Oui, je ne suis pas les informations, puisqu'il y a beaucoup d'informations. C'est pour cette raison exact. qu'on fait quand même un résumé de ce qui se passe. Donc, tu nous Oui, informes, d'abord, tu nous informes, qu'est-ce qui s'est réellement passé au Niger? oui, au Niger, c'était pendant le week-end, hein, pendant le week-end passé, Mhm. il y a un coup d'État, un petit matin, je crois, c'est un mercredi matin, jeudi. Matin, il y avait les gardes présidentiels ont bloqué la présidence. Il n'y a pas entrée ni sortie, à l'issue duquel le président Mohamed Bazoum était retenu par les gardes présidentiels. Et ce qui a fait, bon, ce n'était pas du tout un coup d'État, mais ça s'est progressivement érigé en coup d'État. Parce qu'au départ, on parlait en termes de tentative de coup d'État, on Mhm. croyait. Mais évidemment, dans l'après-midi, le coup d'État, après demain, le coup d'État a été confirmé. Aujourd'hui, les militaires qui ont causé ce coup d'État-là ont fait des déclarations de manière officielle pour dire que Mhm. aboli et donc a été installé. Donc, Mhm. c'est un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dirigé par le général Abdraman Tiani. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et donc, après la déclaration du chef de junte, je crois qu'il y a eu assez des interventions de la part de la France et des autres organisations internationales comme l'Union européenne, l'UA et la CEDEAO. C'est comment on appelle ces acteurs hein, internationaux en matière de la politique africaine, ont condamné fermement ce coup d'État-là et demandent à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Parce que Bazoum est un président élu démocratiquement. Il n'est pas question
qu'on le destitue de façon très brutale. Et cela met donc en évidence une situation un peu confuse, très coriace, parce que le peuple nigérien apprécie ce coup d'État parce que pour eux, c'est la France qui dirige beaucoup plus, ou bien plus ou moins le Niger. Donc, il est question que les Nigériens puissent prendre leur destin en main. Voilà un peu ce qui s'est passé. On peut montrer certaines vidéos que vous m'avez envoyées, d'accord? Et puis, vous allez nous expliquer ce qui se passe. C'est ça. Attends, ok. Vive la Russie! Vive la Russie! À bas la France! À bas la France! Vive la Russie! S'il vous plaît, camarades, faites votre travail! Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici, dans cette vidéo? Voilà. Donc, ça exprime déjà la position du peuple nigérian. Vous voyez que la population est descendue dans la rue pour demander en quelque sorte le départ de la France, parce que pour le peuple nigérian, c'est que la France a tant marginalisé l'Afrique, a tant profité de la richesse du Niger. Il est temps maintenant que la France quitte le pays, quitte le Niger. Et vous voyez que le drapeau russe qui flotte, c'est qu'on demande ici un partenariat gagnant-gagnant. Et la Russie est sollicitée au Niger pour ce contrat, en fait, de partenariat entre les deux États. Donc, on demande le départ de la France et on réclame le partenariat de la Russie. Voilà un peu comment les gens sont dans la rue. Et vous allez voir, il y a des milliers de gens qui étaient dans la rue ce dimanche. Même certaines forces paramilitaires nigériennes, telles que la police nationale, d'autres unités de la police qui se sont effectivement descendues dans la rue pour manifester de manière la plus pacifique, réclamant l'indépendance, si vous le voulez, totale du Niger. Et ils sont postés devant l'ambassade de la France pour demander son départ. Ok, je pense que le point est retenu. Mais vous avez mentionné que le gouvernement était élu de manière démocratique. Mais si le gouvernement était élu de manière démocratique, mais pourquoi on est dans cette situation de coup d'État, dans cette situation où on voit les peuples contre le gouvernement qui aurait été élu de manière démocratique? C'est quand même le contraire de ce qui s'est passé. Oui, je crois que vous m'avez entendu. Moi, je n'ai pas dit ma position personnelle pour non, dire je sais, mais vous avez mentionné le gouvernement. Vous connaissez à peu près, je crois, nous sommes ici en Afrique, vous connaissez à peu près le processus électoral qui se
les élections qui se passent en Afrique. Est-ce que réellement, c'est un président qui a été démocratiquement élu et par la suite a déçu le peuple? Je n'en sais rien parce que je n'ai aucune explication plus détaillée sur la manière avec laquelle M. Bazoum était arrivé à la tête du pays, du Niger. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Niger souffre, hein, le Niger souffre sous tout plan. Le peuple nigérien en train d'exprimer en quelque sorte sa souffrance, hein, qui a longtemps duré. Et donc, pour eux, M. Bazoum n'est pas de l'intérêt du peuple nigérien, mais fait beaucoup plus, préserve beaucoup plus les intérêts des Occidentaux. Et donc, il n'est pas question qu'il continue à faire souffrir son peuple, mais qu'on fasse venir quelqu'un qui pourrait se soucier de son peuple. Et c'est pour cette raison que les militaires ont décidé de renvoyer Bazoum. Donc, okay. Je voudrais qu'on j'intervienne souvent pour qu'on soit précis et concis. Donc, oui. Mais qu'est-ce que M. Bazoum a fait? A démontré qu'il n'est pas pour les intérêts du Nigérien. Oui, justement, c'est par rapport à la gouvernance, hein, parce que vous voyez que quand je dis le peuple nigérien souffre, c'est que le Niger est un pays riche qui a des potentialités économiques qui devraient organiser au profit du peuple, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce qui a laissé le peuple dans une souffrance très sévère. Et encore de plus, la question de terrorisme pose problème parce que j'ai entendu un militaire nigérien qui expliquait que à chaque fois, quand ils arrivent à identifier les terroristes et qu'il est question de les bombarder, M. Bazoum les empêche en disant il faudrait écouter d'abord la version de la France avant de bombarder le camp des terroristes. Donc, voilà un peu les raisons qui ont expliqué ce coup d'État. Il y a plusieurs facteurs qu'on ne peut pas tous détailler, qui sont liés à la souffrance de ce peuple nigérien, mais c'est l'essentiel de ce qui était même à l'origine de ce coup d'État. Et encore un élément le plus important, c'est qu'il y a eu au niveau de la présidence du Niger que le général Abderrahmane Tiani devrait être destitué de son poste au niveau de garde présidentielle. Et donc, ce général n'a pas voulu que ce projet de destitution arrive. Il était mécontent, c'est pourquoi il a sollicité le départ du président Mohamed Bazoum avant que cela ne puisse arriver. Voilà un peu ce qui s'est passé, la cause même, la manière plus profonde de ce coup d'État qui s'est passé au Niger. Ok, je vais montrer d'autres vidéos et puis vous allez commenter, d'accord? Merci. C'est la même chose que ce qu'on avait. Soutien, 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 soutien les gars, soutien, merci, merci la police nationale. Oui, vraiment, vous faites notre joie. C'est ça la police, c'est ça la police nationale. Vous voyez, même la police soutient les coups. Ah, tout le monde, c'est bien, c'est très bien, c'est bien, bien, merci, merci, merci vraiment la police, merci. Merci la police nationale, vous faites notre honneur, on vous aime. Et vive la police! Vive la police nationale! Oui, vive la police nationale! Nous sommes pour le savoir. Vous voyez non? Tout le monde soutient, tout le monde soutient. Sortez partout, à Balak, vous aussi sortez!
l'armée nigérienne! Vive l'armée nigérienne! Ok, donc vous pouvez nous commenter qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo. Voilà, comme je vous l'avais signalé, vous savez, ça, ce sont des différentes unités de la force de défense de l'armée nigérienne qui manifestent en ce moment en soutien des hommes qui ont causé le coup d'État. Vous avez vu qu'il y a la police nationale du Niger aussi qui est là. Il y a l'armée même nigériane qui est aussi descendue dans la rue pour manifester pacifiquement. Parce qu'avant que le coup d'État ne puisse être effectif, vous savez que le chef d'état-major de l'armée nigérienne a fait également une déclaration en soutien de putschistes. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons au niveau de l'état-major le général Salifou qui dirige l'état-major des armées nigériennes en soutien donc de putschistes qui ont à la tête le général Abdraman Tiani. Donc, ce sont les manifestations en soutien donc du coup d'État que vous voyez, que vous venez de voir. Ok, quel est l'état aujourd'hui de la situation? Qu'est-ce qui s'est progressé depuis le coup d'État? La situation est un peu tendue en ce moment parce que depuis avant-hier, le samedi, la France s'est réunie en conseil extraordinaire de forces de l'armée française pour venir au soutien de Bazoum, c'est-à-dire pour libération du président Bazoum. Il y a aussi la rencontre extraordinaire de CEDEAO. Le président est détenu maintenant. Le président est détenu en ce moment. Voilà, il est en quelque sorte en résidence surveillée par la garde présidentielle jusqu'à nos jours. Donc, il y a eu également une rencontre extraordinaire de la CEDEAO sur la question du coup d'État du Niger, auquel le président Mahamat Idriss Déby était sollicité pour jouer la médiation. Actuellement, le président Mahamat Idriss Déby est au Niger pour procéder à la médiation donc de la libération. De la libération du président Bazoum. La CEDEAO aussi qui a donné un ultimatum de 7 jours pour que le putschistes puisse libérer le président Mohamed Bazoum et le rétablir selon l'ordre constitutionnel. Maintenant, les putschistes ont dit pas question parce que s'il faut venir militairement, parce que ces organisations ont décidé que si jamais les putschistes n'accepteront pas le retour à l'ordre constitutionnel, il y aura même une force militaire qui interviendra pour frapper la présidence. Et une encore autre information vient de me parvenir que l'ex-ministre, premier ministre du Niger et l'ex-chef d'état-major également du Niger ont signé une lettre acceptant la frappe de l'armée française sur la présidence nigérienne pour la libération en fait du président Bazoum. Et il y a CEDEAO aussi qui envisage envoyer une force militaire pour la libération du président et le retour à l'ordre constitutionnel. Et les États-Unis pour ne pas te couper, mais je vois que ils sont contre la volonté du peuple. Le peuple ne veut pas du régime de M. Bazoum. Maintenant, ils se sont soulevés, je pense. Est-ce que c'est un mouvement populaire? Ça regroupe toute la nation ou c'est seulement une minorité qui prend le pouvoir? Mais il n'y a pas à mentir dans cette image. Ce que vous voyez, vous venez de voir ici, c'est une image réelle prise depuis dimanche lors de la manifestation du dans ce cas, on peut supposer que c'est la démocratie, n'est-ce pas? C'est la volonté de la minorité. Exactement. Donc on devrait respecter ça. Alors, si les peuples ne veulent pas du gouvernement,
Je pense que c'est ça la vraie démocratie alors. Exactement, parce qu'actuellement, par rapport à la déclaration des différentes organisations que je viens de citer, vous savez que si réellement la CEDEAO tient à envoyer les militaires, si réellement l'UA tient à envoyer la force militaire ou la France, je crois que ça serait de massacre, de génocide même contre l'humanité, parce que le peuple serait dehors pour défendre l'armée. Et quand ces événements arrivent, vous vous imaginez quelle serait la suite, quelles seraient les conséquences, parce que ça serait des frappes militaires qui ne feront pas de distinction. Et donc, des civils vont mourir. C'est l'occasion de le dire ouvertement, parce que les démarches qui sont en train de mener en ce moment pour rétablir l'ordre au Niger, ce ne serait pas une démarche démocratique à mon avis. Ce serait une démarche antidémocratique, parce que le peuple est derrière l'armée. Le peuple déteste ce régime de Bazoum et veut que le Niger soit libéré. Donc, vous imaginez un peu ce que je suis en train de dire. C'est vrai, le président Bazoum a été élu démocratiquement, mais vous connaissez un peu les élections qui se passent en Afrique. Donc, je ne pourrais pas remettre en cause ces élections, son élection à la présidence, mais tout de même, il se pourrait qu'il y ait déception de la part du peuple nigérien. Même si le président Mamad Bazoum a été élu démocratiquement, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qui fait que le peuple nigérien vomit en quelque... La question est de savoir est-ce que si le système de la démocratie qui est imposé par la France et les pays africains est compatible aux réalités africaines. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et donc, on doit avoir un système qui reflète les réalités africaines, d'accord, qui met en avant les cultures africaines, les développements africains. C'est ça qui est important. Ça veut dire parfois, on impose des choses de l'extérieur, mais ces concepts ne sont pas compatibles à nos réalités. C'est ça, il y a un clash, tu vois. Toujours, on a des problèmes parce qu'il y a la France qui veut toujours imposer son point de vue, sa conception du monde, ce qui va en encontre des réalités africaines et des intérêts africains. Mais il y a l'autre question qu'il faudrait se poser, pourquoi ils veulent la Russie? Pourquoi ils veulent remplacer la France par la Russie? C'est une question légitime. Justement, c'est ce que j'avais expliqué avant, parce que vous savez, il y a un problème très sérieux d'intérêt. Hein. Comme je disais, nous sommes une colonie de la France pendant plus de cinquantaine d'années aujourd'hui. Et le peuple africain a fait le bilan de ce colonialisme-là, et le bilan est extrêmement négatif quand on est sous, comment on appelle, les accords de cadre des Occidentaux comme la France. Selon le peuple nigérien, c'est que la France a beaucoup profité. La France n'a fait qu'appauvrir le Niger, mais préserve toujours, la France impose les présidents. Mais je sais, là, on connaît ça. Mais je dis pourquoi ils veulent. Exactement, c'est que je suis en train de vous expliquer. Ouais, voilà, c'est-à-dire que les accords. Je suis en train d'expliquer maintenant comment, pourquoi le peuple nigérien réclame le partenariat de la Russie. Parce que selon le peuple nigérien, nous sommes au XXe siècle et il faut que les États négocient des contrats ou bien sur un partenariat gagnant-gagnant. Alors que les accords cadres qui étaient entre la France et les États africains ne profitent plus la France que les pays africains, économiquement, politiquement, militairement et sur tout plan. Et que, donc, la France est en train de beaucoup profiter et il faut abandonner ces accords-là et
choisir un autre partenariat qui est la Russie. Ce partenaire Russie est un partenaire qui est crédible et que ces contrats peuvent encore profiter aux pays africains en termes de l'économie, en termes politiques. C'est pas la Russie n'imposera pas ses présidents, mais ce serait le peuple qui va désigner le président ou bien leur dirigeant. Vous voyez un peu. Donc, économiquement, il y aura un pourcentage également de manière équitable entre ces partenaires, qui est la Russie. Mais pourquoi on a l'impression qu'on veut remplacer un colonisateur par un autre, d'accord? Mais pourquoi pas les Africains ne réclament pas leur propre indépendance au lieu de toujours de se dépendre d'un pays, d'un autre pays, mais pourquoi pas ils ne se réclament même pas eux-mêmes leur indépendance, leur autonomie, d'accord? Mais toujours il y a la dépendance, puisque ça suggère que nous sommes dépendants des autres pays, d'accord? Mais pourquoi pas, et dans cette même logique, pourquoi pas ils n'ont pas demandé ou démontré les drapeaux de la Chine ou d'autres pays dans le monde? Oui, vous savez, il y a un problème qui se pose à ce niveau, hein, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est que ces États qui réclament la Russie, c'est changer Paul avec Pierre. Naturellement, à mon avis, ce n'est pas absolument ça. Ce n'est pas changer Paul avec Pierre, mais changer le partenariat, parce qu'il faut d'abord reconnaître que les États africains sont des États souverains et indépendants depuis 1960, dans les années 1960. Mais c'est cette indépendance véritable-là que les pays africains ne vivent pas. Pourquoi ces pays africains ne vivent pas cette indépendance intégrale? C'est qu'il y a ce problème-là que je viens d'expliquer. Vous savez que nos monnaies dépendent de la France. Vous savez que c'est la France qui impose les présidents ou bien les dirigeants des pays africains. C'est la France qui exploite même le sous-sol en Afrique. C'est la France qui fait pratiquement tout à la place des Africains. Et donc, c'est un partenariat qui est seulement au profit de la France. Raison pour laquelle les Africains décident en ce moment de prendre leur destin en main. Mais on ne peut pas développer un pays tout seul. On aura besoin effectivement des experts économiques, des experts en matière de l'armée. Il y a des experts sur le plan politique, tout. Et ces experts-là, nous en avons partout dans des pays occidentaux. Il y a ces partenaires. Donc, c'est une sorte de partenariat que les Africains négocient avec la Russie. Mais ils ne veulent pas seulement qu'il y ait changé le colonisateur qui est la France au détriment de la Russie. Non, la souveraineté est là. Mais il faudrait que ces accords-là soient au profit de tous les États pour qu'on parle d'une véritable indépendance. Vous voyez un peu. Donc, la souveraineté et l'indépendance de ces États-là sont là. Ce n'est pas parce que la France est un colonisateur qu'il faut le laisser et demander encore un autre colonisateur. Non. Ce qu'avait la Russie, ça serait un partenariat gagnant-gagnant. C'est la même chose comme si le Tchad voulait également signer des accords avec le Niger, ou ici un accord avec le Gabon, avec l'Afrique du Sud, et qu'il voit que l'accord qu'il a signé avec l'Afrique du Sud ne le profite pas, il peut renoncer. Mais dans ce sens, oui. Mais pourquoi pas laisser les drapeaux de la Russie? D'accord? Si le Niger veut traiter des échanges égaux, n'est-ce pas, avec d'autres pays à travers le monde, comme la Chine, l'Arabie Saoudite, et puis la Belgique et tout ça. Mais vous voyez, ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas démontré les drapeaux des autres pays, d'accord? Par exemple, la Chine, le Japon et tout ça. Ils ont démontré uniquement
les drapeaux de la Russie. Vous voyez? Donc, il y a une tendance de valoriser la Russie à travers, au-delà des autres pays. Donc, il y a cette question qui se pose. D'accord? Oui, oui. C'est justement ça, ce que j'avais expliqué au départ. Je disais peut-être que la Russie présente des offres les plus crédibles. La Russie présente peut-être des accords sur le plan économique, des accords crédibles. Non, mais il y a d'autres pays qui font la même chose. Par exemple, la Chine. Si vous prenez le cas de la Chine, ils vont avoir des relations égales, des relations gagnant-gagnant avec le Niger. D'accord? Vous prenez le cas de l'Australie ou du Canada, mais ça serait la même chose, n'est-ce pas? Justement, parce que quand vous voyez en Afrique la présence effective sur tout plan, quand vous prenez par exemple la Chine est présente en Afrique sur le plan économique. Ça, je ne dis pas le contraire, parce que sur le plan économique, la Chine intervient de la manière la plus efficace. Ça, je le sais. Sur le plan... Pour finir pour ce sujet, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, l'Internet va sauter d'un moment à l'autre. Donc, on va faire très rapidement. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on a la garantie que la Russie ne va pas être plus mauvaise que la France ou plus pure? Qu'est-ce qui garantit que la Russie n'aurait pas un impact comme la France? Oui, parce que ça serait peut-être l'expérience qui aurait laissé croire à cet avenir qui est dans le doute. Parce que c'est vrai, quand quelqu'un vient pour vous tendre la main, c'est-à-dire il va pas montrer ses défauts. C'est toujours sa qualité qu'il va montrer. Et c'est ce que peut-être la Chine est en train de faire, on ne sait jamais. Mais c'est que pour le cas de la France, nous avons vécu assez depuis des centaines d'années, ou bien plus de 50 ans avec la France sous la domination française. Nous n'avons rien gagné. Même si la France, au début, n'était pas bien et que maintenant elle sent qu'il y a un sentiment anti-français, ils doivent changer automatiquement leur politique à l'égard des Africains. Mais ce qui n'est pas le cas, c'est que les mêmes bêtises de l'année 1960 se répètent. Les intérêts qui avaient été accordés depuis 1960 continuent encore à être amputés de l'Afrique. Donc, voilà un peu, ça dégoûte en quelque sorte les Africains. C'est pourquoi ils sollicitent, même si c'est si c'est un diable, on préfère mieux quitter cet ange-là pour se marier au diable. Vous voyez un peu. Donc, c'est parce que le peuple en a marre. La France pouvait simplement changer sa politique. Parce qu'on ne peut pas prendre le même chemin de 1960 appliqué sur le chemin de 2023. C'est impossible. On devrait changer un peu la manière de faire parce que la génération passée n'est pas la même génération actuelle. La politique doit un peu changer. Mais la France est restée sur... On connaît déjà la question sur la France. Je pense que le point retenu en ce qui concerne la France, la relation de France entre les pays africains. Là, on connaît déjà. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'on sait déjà que la Russie a des mercenaires en Afrique, des militaires, n'est-ce pas? Oui. Et parfois, ces militaires viennent en aide pour certains groupes pour les amener au pouvoir. Mais donc, je pense dans ce cas, on pourrait dire que la Russie pourrait avoir, par exemple, dans l'avenir, si le gouvernement ne serait pas en faveur des intérêts russes, il pourrait peut-être utiliser des moyens pour renverser le régime. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on fasse attention ici, puisqu'on pourrait retomber dans le même cycle, n'est-ce pas? Dans le même cycle vicieux.
Donc, c'est ça là, mes préoccupations. Oui. Ça, c'est Il y a quelqu'un, Ousmane Ahmed, il dit qu'il veut intervenir. J'ai laissé les liens, si tu veux intervenir. Sinon, on va continuer sur, en ce qui concerne la Russie et l'Afrique. Le sommet Afrique-Russie, donc tu peux nous parler du sommet? Qu'est-ce qui s'est passé réellement et les relations entre la Russie et l'Afrique? Oui, effectivement, il y a eu un sommet Russe-Afrique et j'avais émis une interrogation. Je dis, est-ce que ce sommet-là est un échec ou une avancée? Donc, c'est une question à répondre, hein, si nous aurons peut-être des éléments appropriés. Sinon, c'est un sommet qui est la deuxième édition après le sommet de 2019. Le deuxième 2019, c'était presque 43 présidents africains. Anthony, une seconde là. Anthony, une seconde. J'ai Souman qui est en ligne. Je pense qu'il voudrait revenir sur un certain nombre de points. Donc, on va l'ajouter sur live stream. Salut Souman. Oui, salut. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas. Ça va très bien et toi? Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et toi? Excusez-moi, je ne vais pas être long parce que je suis au travail. Ouais. Ouais. Et là, j'ai une petite pause et du coup, je vous ai vu en ligne. J'ai jugé le sujet que vous avez abordé est très important. Vous pouvez juste me débriefer en quelques secondes si possible. Il s'agit de quoi exactement? Parce que je vous entends parler de la présence on parlait du coup d'État au Niger. On parlait aussi pourquoi les Africains sont... Il y a un mouvement populaire au Niger maintenant contre la France. Et puis, il y a des gens qui démontrent les drapeaux de la Russie. Et puis, ils sont contre la France. Donc, on discute sur ce sujet. Donc, si tu veux intervenir là-dessus. D'accord. Le hasard parfois fait on va dire des bonnes choses. Et par hasard, je tombe sur un sujet que je maîtrise un peu parce que j'étais moi-même militaire français. Hein. Je suis allé au Mali, au Niger, tout ça. Et je suis d'origine cadienne, je connais bien le Tchad. Et ouais, j'ai ressenti moi-même le sentiment anti-français hein, qui a commencé au Mali. J'étais au Mali, j'ai ressenti cela. Et au Niger, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Et depuis que la force Barkhane a été chassée du Mali, ils se sont repliés au Niger. Voilà. Il y avait le Niger, j'ai connais des gens qui sont bien placés qui me disent que voilà, ils veulent s'installer au Niger. Comme ils ne sont plus les bienvenus au Mali, ils veulent s'installer au Niger. Et moi, c'est juste ce qui cause problème pour moi, c'est le fait de voir des militaires un peu partout en Afrique. C'est pas une bonne chose. Et les militaires, ils sont pas faits. Enfin, un militaire, il n'est pas fait pour être à la tête d'un pays. Tu peux pas être président d'un pays et en même temps avoir les armes. C'est pas une bonne chose. Tu comprends? Parce que, autrement, tu vas utiliser tes armes et puis en gros, c'est une dictature. Tu vas utiliser tes armes, tu vas dire voilà, vous faites ceci, vous faites cela, sinon j'ai mes armes. Et concernant la présence française en Afrique, même la France avec un peu de retard, certes, mais a compris qu'il faut changer un peu de politique en Afrique, parce qu'ils savent qu'en Afrique de l'Ouest, c'est un peu différent. Hein, mais donc, je vais vous poser une question. Pourquoi la France insiste sur une politique qui ne marche pas depuis des siècles? C'est-à-dire quelle politique? Ça veut dire la politique, apparemment la politique française vis-à-vis des pays africains ne marche pas. Pour cette raison, qu'on a cette situation, qu'on a cette démonstration populaire contre la France à travers ces pays africains. Pourquoi la France ne s'adapte pas sa politique aux demandes des pays africains, aux demandes des peuples africains? Enfin, la politique française en Afrique n'est pas partout, on va dire, pareil. Quand on prend l'exemple, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, qui est la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, on prend le Burkina, c'est une démocratie. Hein. Après,
Thomas Sankara, c'était une démocratie. Le Mali, c'est un exemple de démocratie. Le Niger, c'est un exemple de démocratie. Là, dans ces pays-là, enfin, les militaires ont joué sur le sentiment anti-français. Ça a commencé au Mali. C'est quoi le problème du Mali? Le problème du Mali, c'est que les mouvements national de libération de l'Azawad, c'est-à-dire une partie de la population du Nord Mali, qui s'appelle Azawad, c'est une grande partie, ils disent qu'ils ne veulent plus être dans ces Mali, en fait. Ils ne veulent pas. Ils pensent être différents des autres Maliens. Ça a commencé comme ça. Et la France, quand la France est arrivée là-bas, qu'est-ce que la France a fait au Mali? Elle a dit, je ne vais pas mettre à dos les mouvements Azawad et puis on va dire le reste du Mali. Du coup, la France s'est interposée entre les deux forces. La France a fait, en gros, a mis une barrière entre les deux armées. Le nord du Mali est contrôlé par le mouvement de libération de l'Azawad. On ne veut pas continuer trop loin, mais on connaît les résultats français. Pour cette raison, oui, on est dans cette situation. D'accord? On ne peut pas faire l'historique. Les résultats sont là. Les mouvements africains ne sont pas contents de la politique française. Et pour cette raison qu'on a démonstration à travers beaucoup de pays africains. Donc, j'aimerais que la France aurait pu changer leur politique vis-à-vis de l'Afrique, mais je pense qu'ils insistent, ils sont arrogants, d'accord? Ils ne s'adaptent pas aux demandes des pays africains. Donc, c'est ça ce qui pose un problème. Donc, merci pour l'intervention, puisqu'on n'a pas assez de temps. OK. L'Internet fait défaut au chat. D'accord, merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Voilà. Oui, on va continuer avec relations Russe et Afrique. Oui, justement, il y a un peu des erreurs techniques apparemment. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion, mais ça crache, j'ai du mal à vous écouter. Oui, c'est une préoccupation pour cette raison que j'ai dit à Ousmane. C'est ça. Puisqu'on a toujours des problèmes techniques encore. Voilà. Donc, je reviens à la situation, ou bien au cas du sommet russe-Afrique. Je disais, beaucoup ont critiqué ce sommet, parce que c'est un sommet qui s'est tenu pour la première édition en 2019. Et ça, 43 chefs d'État africains ont pris part. Mais pour cette édition, on s'est rendu compte qu'il n'y a que 17 chefs d'État africains qui ont pris part. À savoir, ces pays sont le Congo, l'Égypte, le Sénégal, Comores, Ouganda, Burundi, Burkina Faso, Cameroun, la RCA, Érythrée, Guinée-Bissau, Libye, Mali, Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud et le président de la Commission de l'Union africaine qui ont pris part. Pourquoi je dis c'est un échec, puisque la première édition de ce sommet russe-Afrique, il y avait eu des promesses de la part du président Poutine. Il y avait 92 accords qui devaient être au profit de ces États africains-là. Mais on s'était rendu compte que rien n'a été fait. Même pas un seul accord n'a été exécuté. Ce qui a découragé un peu beaucoup plus certains présidents qui ont participé à la première édition. Et donc, ça, c'est une première raison. La deuxième raison, vous devez vous rendre compte qu'il y a eu une campagne même, je crois, de non-participation qui était développée beaucoup plus par les États occidentaux, par les Occidentaux, à savoir certains présidents, chefs d'État africains ont même dit clairement qu'ils ont eu des pressions pour ne pas participer à ce sommet-là, Russe-Afrique. Des pressions de la part de... Oui, des pressions de la part de la France et des États-Unis qui n'ont pas voulu que certains présidents africains puissent participer à ce sommet. Mais ils ont quand même tenu tête pour y participer. Je dis c'est une avancée. Avancée pourquoi? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, avant la déclaration ou bien la déclaration pour l'ouverture de ce sommet,
Poutine avait promis déjà l'envoi de plusieurs millions comment on appelle de blé ou bien d'autres aliments, les provisions alimentaires qui doivent être acheminées dans les 4 pays africains. Donc, aujourd'hui, les blés, par exemple, ukrainiens, sont déjà en route pour l'Afrique. Donc, ils ont accordé ces choses-là. C'est une avancée, ça va soulager un peu le peuple africain. Ce n'est pas seulement ces 4 pays africains qui vont bénéficier, mais c'est toute l'Afrique. Et ça entre pour un peu calmer également la famine qui sévit en Afrique. Et nous avons aussi des milliers de réfugiés qui sont là en train de croupir, de vivre certains galères, de calvaires impossibles. Ça va un peu les soulager aussi. Ça va réduire même, je ne sais pas moi, le prix des denrées alimentaires du moment où ces provisions ou bien ces aliments sont envoyés gratuitement en Afrique. Voilà un petit résumé par rapport au sommet. C'est en quelque sorte une quémaillerie alors. C'est une aide. Ça a été dit clairement. C'est une aide. La question est de savoir pourquoi les pays africains ne se donnent pas à l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi? Puisque nous avons des ressources. Nous avons plein de ressources. Mais la question qu'on se demande, on a des ressources, mais pourquoi on tend la main aux autres pour vivre? Voilà. C'est ça la question fondamentale. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique fondamentale qu'on devrait y penser. Vous savez que l'Afrique est un continent presque vide, parce que nous n'avons rien comme des moyens, s'il faut le dire clairement. Les pays africains... Des moyens de technologie, c'est ça ce qui manque en termes de... Oui, je suis en train d'y venir. Nous avons un problème de manque de moyens. Ça, c'est en première position. En deuxième position, nous avons le problème de leadership, si vous voulez. Nous avons un problème très, très, très grave de leadership. Nous n'avons pas de leaders qui ont des visions. Nous n'avons que des dirigeants qui visent uniquement leur intérêt personnel. Nous n'avons que des dirigeants qui aiment seulement leur pouvoir, point. Nous n'avons pas de dirigeants qui ont des visions. J'ai dit, vous pouvez, en bon père de famille. Non, attends une seconde. Je voudrais qu'on finisse sur le sommet Afrique-Russie, puisque je voudrais qu'on va rester dans le sujet. En ce qui concerne le Tchad, est-ce que le Tchad a participé au sommet? Le Tchad n'a pas passé parce que vous savez que quelqu'un me souffle à l'oreille que le Tchad est un département de la France. Donc, si c'est un département de la France, est-ce que vous pourriez être d'accord que le Tchad puisse participer à ce sommet? Un sommet qui est détesté complètement par la France, ce n'est pas possible. Donc, le Tchad n'a pas participé de manière, je pourrais dire, officielle, puisque j'ai vu un peu la liste des États qui ont participé. Sinon, on m'a fait comprendre, ici, je n'ai pas eu à vérifier, parce que effectivement, j'ai cherché la liste des États qui ont participé, mais je n'ai pas vu pour le Tchad. Mais j'ai appris qu'il y a le ministre des Affaires étrangères, Anadif, M. Anadif, aurait participé. Mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas également vu sur la liste. Donc, je ne peux pas d'emblée dire que le Tchad n'a pas participé ou le Tchad a participé. Pour le cas de Tchad, ça, je n'ai pas franchement vérifié. Mais en ce qui concerne, ce n'est pas vérifié, puisque vous avez mentionné qu'il y a 17 pays qui ont participé. Donc, c'est pas... Il y a 17 pays qui ont participé, les chefs d'État, parce qu'il y a des États qui ont envoyé simplement des représentants. Voilà, ça, il faut aussi savoir. C'est sur 49 États africains qui ont participé
à ce sommet-là, il n'y a que 17 chefs d'État africains. Donc, il faut voir que sur 49, il y a 17 qui ont participé, ça dit que les autres ont envoyé simplement leurs représentants, naturellement. OK. Alors, on va revenir peut-être à la prochaine. On va avancer sur le Mali. Tu peux nous parler du Mali et ce qui se passe au Mali? Voilà. C'est toujours le panafricanisme qui se développe. Vous savez que depuis presque 3 ans déjà, le Mali, il y a eu des coups d'État au Mali et actuellement, il y a une junte qui est au pouvoir, une junte dirigée par Assimi Goïta. Et je crois que c'est une réforme totale de l'État malien en termes d'institutions, en termes de politique intérieure, tout ça. Parce que quand la junte est arrivée, vous savez que tout a été destitué. Ils ont même destitué les institutions républicaines qui étaient au départ sous le régime d'Aboubacar Keïta. Et tout a été mis sur point zéro. Et c'est comme ça que c'est dans cette optique que la Constitution a été adoptée en Conseil des ministres. Ils ont soumis la même Constitution au référendum. Il y a eu le référendum qui a déjà validé la Constitution au Mali. Et dans cette Constitution, il est exclu la langue française comme une langue officielle. Cette langue française-là est réduite juste à une langue de travail. Mais dans les langues officielles que le français existait à l'époque, on s'est rendu compte que la langue française est exclue comme une langue officielle de la République malienne. Donc, actuellement, ce sont des langues locales qui sont érigées en langue officielle pour la République du Mali. Et donc, cette consultation, si vous voulez aussi avoir la date, c'est une consultation référendaire qui a eu lieu le 18 juin 2023. Donc, c'est à l'issue de cette consultation du 18 juin là que la Constitution serait validée. Donc, quelle est la langue officielle maintenant? Selon, bon, quelle est la langue qui est adoptée comme une langue officielle? Bon, la langue officielle, bon, je ne sais pas, au Mali, je n'ai pas vérifié également cette information, mais ça serait naturellement le Wolof, parce que le Wolof est beaucoup plus parlé au Mali. Il y a Swahili aussi, qui est aussi parlé beaucoup plus dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, certainement, ça doit être le Swahili ou bien le Wolof. Je pense qu'on va commencer à apprendre le Swahili et le Wolof pour atteindre le bien malien, n'est-ce pas? Naturellement. Okay. Ah ouais. C'est très intéressant ce qui se passe. C'est une sorte de retour aux sources, ce que je vois. Ouais. Ok, donc est-ce que tu as d'autres points à ajouter? Sinon, on va terminer pour aujourd'hui. Non, je n'ai pas aussi beaucoup d'autres choses à dire. Voilà, mais peut-être je reviens pour le cas de Niger là. Un petit résumé parce que vous savez que notre pays, le Tchad, est entouré par des cas de situations aussi graves qui pourront impacter la stabilité politique au Tchad. Nous en avons eu au Soudan et encore plus proche de nous au Niger. Ça risque d'avoir des impacts négatifs sur la stabilité de notre pays. Vous voyez que maintenant, les puissances, les différentes forces antagonistes sont en couteau tiré sur le Niger. Si la France veut intervenir militairement, si la CEDEAO veut intervenir militairement aux côtés de l'UA,
vous voyez que la situation va se dégrader. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu encore une autre information ce matin, qu'il y a 4500 mercenaires russes qui sont envoyés au Niger. Je ne sais pas si l'information est vraie ou fausse, mais c'est que l'information fait état de 4500 mercenaires russes qui sont actuellement au Niger. Imaginez si aujourd'hui, la force militaire vient pour frapper la présidence du Niger et que les différentes forces qui sont en jeu actuellement au Niger s'affrontent, ça risque de dégénérer en une situation de guerre civile ou bien de guerre qu'on a l'habitude de parler de guerre d'intérêt, et ça va faire assez de victimes pour rien. Donc, il faudrait que chaque parti, chaque belligérant revoie sa position par rapport à l'intervention militaire au Niger. Nous sommes à une époque où nous n'avons pas besoin encore de gagner des intérêts par la force, mais nous devons gagner nos intérêts par la parole, la négociation. Hein, ce sont aussi des démarches démocratiques, des démarches beaucoup plus sages pour calmer la tension. Mais s'il faut intervenir, hein, parce que déjà, imaginez que notre président de transition est impliqué dans cette affaire-là. Et hier, il y a des militaires, il y a certains officiers généraux tchadiens qui laissent entendre déjà qu'ils ne vont pas tirer sur leurs frères à cause d'intérêts de la France. Ils ne vont pas intervenir. Donc, si jamais la France décide ou la CEDEAO décide à ce que le Tchad intervienne, parce que nous sommes considérés comme un pays puissant en termes d'armement ou bien puissant en termes de combat, c'est que certainement ils vont décider d'envoyer les forces armées tchadiennes dans ce conflit-là qui est au Niger, et ça va peut-être dégénérer en autre chose et revenir sur nous. Donc, il faudrait que les gens s'assoient, les gens réfléchissent par rapport à ce qui marche, ce qui ne marche pas. Comme ça, de manière sage, on peut définir une ligne adoptée. Voilà. Pour avertir certains gouvernements, les Tchad parmi eux, donc, il y a certains gouvernements qui sont proches de la France, mais on voit un gouvernement anti-français à travers l'Afrique. Il faudrait qu'on fasse attention, puisque si ces gouvernements sont beaucoup plus proches de la France, à un certain moment, ils seront confrontés à une situation où les Africains vont supporter les pays qui sont pour les intérêts africains. N'est-ce pas? Donc, il faut envisager ça. C'est très envisageable de voir les Africains se réunir, ceux qui sont panafricanistes, se réunir et supporter les pays qui supportent les intérêts africains. Donc, il faudrait qu'on soit sage et s'adapter à la réalité africaine. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui. Donc, on va finir. Et à la prochaine. Merci.